Merci Marjorie pour cette présentation. Alors, pour commencer, voici... Ah, il n'est pas là, c'est moi. Voici Marcel. Marcel, c'est notre investisseur type. Il est sympathique, moderne et quelques cheveux gris quand même. Voilà. Alors, ici, parmi vous, il y a beaucoup de chefs d'entreprise, des anciens, des pros, des futurs, et on a tous quelque chose en commun. C'est qu'à un moment donné, on a eu besoin d'argent, ou on en aura besoin. À côté de ça, il y a des banques, et il y a des gens qui investissent de l'argent et qui sont avides de rechercher des nouveaux projets d'investissement. Et ce n'est pas forcément évident de les trouver, surtout quand on cherche des petits montants et qu'on n'a pas forcément une famille pour investir dans ces projets. À côté de ça, il y a beaucoup de gens qui sont ici dans le monde entier et qui recherchent ces opportunités. Notre travail, ça va être de les connecter. Alors, avant de parler du financement participatif, je vais vous montrer ce chiffre. Ce chiffre, c'est 250 milliards. C'est le marché du crowdfunding d'ici 4 à 5 ans, d'après la Banque mondiale. Et en réalité, ça sera a priori plus, parce que ce chiffre a plus d'un an. Ça représente à peu près 2/5 du PIB de la Suisse. Donc on est sur un vrai marché qui va être de plus en plus important. On n'est pas sur une mode, sur une bulle spéculative, parce que c'est juste une nouvelle pratique. On fait la même chose qu'avant, mais on le digitalise, on l'améliore, un petit peu comme UBS le fait avec ses nouveaux produits. Voilà. Dans le financement participatif, pour remettre les choses au clair, je vais vous présenter les 3 grands piliers du financement en ligne. Le premier, c'est la donation ou la contrepartie. La donation, c'est simple, vous donnez à un projet qui est sur une plateforme simplement parce que vous croyez en la cause, vous avez envie de participer à la construction d'une école, ou historiquement, il y a quelques années, quelques dizaines d'années et encore plus, parce que ce n'est pas nouveau le crowdfunding, cette grande dame a été financée par 2 opérations de crowdfunding. À l'époque, les ordinateurs étaient les journaux, et grâce aux journaux, les Parisiens ont financé la statue, et les New-Yorkais, le maire de New York ne voulant pas financer le piédestal, les New-Yorkais l'ont financé eux-mêmes avec des particuliers. Après, ça a donné la statue qu'on connaît. Ensuite, il y a des choses qui peuvent être d'ailleurs cocasses. Ils ont financé une salade de pommes de terre pour 55 000 $ sur une plateforme bien connue qui est américaine, ils en cherchaient 10. Finalement, ils ont fait une soupe populaire à New York et tout le monde était content, mais comme quoi, avec un petit peu de marketing et d'imagination, on peut arriver à faire des choses assez amusantes. Après, on arrive dans quelque chose qui va commencer à être un petit peu plus business, ça va être la contrepartie. La contrepartie sont des gens qui vont donner à un entrepreneur ou futur entrepreneur, en échange de quoi il va recevoir un produit de cette société. Ça permet à des entrepreneurs de se lancer. Grosso modo, vous faites une nouvelle trottinette à énergie solaire qui va se recharger tout seul, etc., avec des lasers bleus, vous le mettez sur une plateforme, ça plaît aux gens, du coup ils vont la préacheter, ce qui va vous permettre de financer votre production, et avec cette production réalisée, vous allez livrer vos backers, on les appelle comme ça, vos contributeurs, 1 an, peut-être 1 an et demi plus tard, mais vous avez lancé votre entreprise. Un fait marquant, c'est celui-ci, Oculus. On a vu, il me semble, tout à l'heure sur une présentation, ces mêmes lunettes de réalité augmentée. Ils cherchaient 250 000 $ sur une plateforme américaine. Ils ont trouvé 2,5 millions de $, et ça a permis donc de lancer la société. Pour vous montrer aussi qu'avec ce type de financement, on n'est pas que sur des petites choses. Cette société a été rachetée par cette personne-là pour 2 milliards de $, 2 ans plus tard. Voilà, donc avec ces mécanismes, on peut réussir aussi à faire des grandes choses. Alors, bon, attention, c'est pas tout rose non plus. La moyenne des projets levés, c'est entre 2 500 et 3 000 francs suisses sur ce type de plateforme. Grosso modo, le secret, c'est qu'il faut considérer que d'une part, vous cherchez de l'argent, mais c'est une campagne marketing aussi sur ce type de plateforme. Maintenant, je vais parler de l'investissement. L'investissement, contrairement à ce qu'on a vu avant, c'est des gens qui vont investir de l'argent en échange de quoi? Ils vont attendre un retour financier. Donc, on va commencer par l'equity crowdfunding, ce qu'on connaît le plus. Donc, c'est de la prise de participation au capital d'une société. C'est-à-dire qu'une société va mettre son entreprise en ligne, va ouvrir son capital, et des personnes comme vous vont pouvoir investir 500 francs, 10 000 francs, 1 million de francs. Pourquoi pas? Les projets, en moyenne, lèvent en Europe 350 000 francs suisses. Donc, on n'est pas sur les mêmes échelles. Là, c'est du vrai investissement. Donc, quand vous investissez,
D'une part, vous êtes propriétaire, vous avez droit aux dividendes, vous avez le droit à la plus-value, et vous avez aussi les droits sociaux, ce qui est très important. Vous avez le droit de participer à la vie de la société. Et ça, c'est assez fondamental, parce que vous avez le droit de participer à une aventure entrepreneuriale. Les tickets moyens, c'est de l'ordre de 9 000 francs. Je reviendrai un petit peu après sur l'impact, justement, du fait que ça soit assez élevé. Ensuite, il y a le prêt aux entreprises. Là, encore une fois, on ne remplace pas la banque. On va être un financement complémentaire à celui de la banque, d'où l'utilité du financement en ligne. Ici, par exemple, une société qui fabrique des pains va vouloir s'acheter un robot pour accélérer sa production. Le problème, c'est qu'il va voir sa banque, il va voir UBS, et le UBS lui dit « Oui, super, mais avec nos normes prudentielles, vous devez avoir 30% de fonds propres sur cet investissement, même si la société fonctionne. » Ce qui arrive souvent. Donc, on va vous demander, sur les 500 000 francs suisses, d'apporter 150 000 francs suisses. Et là, vous pouvez nous appeler, et on pourra intervenir sur ces 150 000 francs suisses, de manière à vous financer ça en fonds propres, ou en equity, ou en obligataire. L'obligataire pouvant être considéré comme du quasi-fonds propre, parce qu'il sera subordonné, donc remboursé après la dette bancaire, et vous pouvez vous acheter votre belle machine et continuer votre développement. Donc, le ticket moyen, justement, sur les plateformes en Europe, c'est de l'ordre de 150 000 francs suisses, et l'investissement est bien plus faible sur celui-ci, c'est de quelques centaines de francs. Voilà. Comment ça fonctionne concrètement pour un entrepreneur? Pour un entrepreneur, il faut voir la plateforme, quand vous allez voir une banque, expliquer votre produit, votre projet, voir si ça correspond aux prérequis d'une plateforme. Ensuite, il y a une phase d'analyse beaucoup plus complète. On fait les mêmes que les banques ou les fonds d'investissement, notamment sur l'equity, sur la prise de participation. Ensuite, une phase qui est absolument primordiale, qui, si vous la délaissez, vous ne serez pas financé, c'est la préparation de la campagne. La préparation de la campagne, oui, vous allez lever des fonds, mais vous allez aussi, et c'est très important, communiquer très largement sur votre société. D'autant plus quand vous passez sur une plateforme qui est internationale. Nous sommes sur 4 pays, donc vous allez communiquer sur 4 pays. Donc pour une entreprise qui est dans le Valais, en Suisse romande, elle sera présentée en Suisse, en France, au Luxembourg et encore dans d'autres pays. Donc c'est très important. Donc ici, on va préparer la relation presse, les communiqués de presse, la ligne éditoriale des médias sociaux, les vidéos, les événements qui vont avoir lieu au fur et à mesure de la campagne. Ensuite, il y a le financement directement sur la plateforme. Et donc, si la pré-campagne a été bien planifiée, il n'y aura a priori pas de problème. Ensuite, ce qui est très important, c'est quand vous êtes un entrepreneur que vous avez levé des fonds avec une trentaine d'investisseurs, notamment sur l'equity. Vous avez des gens qui ont pris une participation dans votre société. Donc, ils y croient, mais ils ont aussi envie, au-delà de la plus-value qu'ils vont faire sur votre société, ils ont envie de participer. André l'a dit tout à l'heure, c'est aussi une aventure qu'on s'achète, dans laquelle on va pouvoir participer. Donc, il va falloir que l'entrepreneur se serve de ces gens-là. Parce qu'aujourd'hui, on entend très souvent, effectivement, des entrepreneurs qui nous disent « Oui, mais comment je vais faire avec 30 actionnaires? C'est impossible à gérer. » C'est vrai que c'est difficile, en tout cas, avant, ça l'était. Maintenant, avec la digitalisation pour le suivi des investisseurs, tout est possible en ligne, UBS le fait, Reuters le fait aussi, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire même jusqu'aux assemblées générales des votes en ligne, donc ce sera même plus facile de gérer 1000 personnes que de gérer 10 actionnaires en physique. Voilà, seulement dans vos 30 actionnaires, l'intérêt, ça va être de tirer le maximum de ces actionnaires, parce que vous allez avoir un avocat, une fiduciaire, un professionnel du marketing, donc comme dans votre société vous êtes 5, 10, là vous allez être 40. Et donc, c'est justement ça, un des facteurs clés de succès en passant sur une plateforme comme celle-ci. Ah. Merci. Qui investit réellement sur les plateformes? Il y a vous, à titre personnel. Je vous invite à aller sur notre plateforme, d'ailleurs, et découvrir les beaux projets que nous avons. Ensuite, il y a les business angels. Il y en a qui investissent plus ou moins. Lui investit un petit peu plus, généralement. Et les business angels se différencient, même si ce sont des particuliers, parce que ce sont des investisseurs qui sont plus professionnels et qui vont investir des montants plus importants, de l'ordre de 10 000 à 50 000, voire 100 000 francs suisses en moyenne. Ensuite, il y a les institutionnels qui investissent sur les plateformes maintenant. C'est-à-dire qu'il y a les wealth managers et aussi les banques privées.
les banques privées, les wealth managers ont des produits d'investissement qui sont classiques, qu'ils ont depuis des dizaines d'années. Et ceux qui se modernisent aujourd'hui vont présenter ça aussi comme une nouvelle classe de produits à leurs investisseurs, à leurs clients, tout simplement parce qu'en réalité, c'est quelque chose de nouveau, c'est un investissement direct dans une société. Les investisseurs privés n'ont pas forcément l'habitude de ça, et justement, c'est ça qui va plaire. Et notamment, je salue la banque Piguet-Galland avec qui on a fait un partenariat pour présenter nos entrepreneurs, et c'est ça qui est très important, parce que justement, on voit qu'il y a un énorme engouement des investisseurs de découvrir ces opportunités d'investissement. Ensuite, il y a les grandes entreprises. Les grandes entreprises ne vont pas tout à fait avoir la même idée derrière la tête. Ce n'est pas de faire une plus-value ou vivre une aventure. Là, ça va plutôt être des investissements stratégiques. C'est-à-dire qu'on met une petite graine ici et un petit peu partout, 100 000 francs, 50 000 francs, 200 000 francs. On travaille notamment avec des sociétés du CAC 40 et leurs incubateurs, leurs sociétés d'innovation. Et leur intérêt, ça va être justement, dans 5 ans, s'il y a un intérêt stratégique avec cette société, de la prendre et de faire travailler, d'internaliser probablement cette société. Ensuite, il y a les fonds d'investissement. Pour ceux qui connaissent, ce n'est pas tout à fait un fonds d'investissement, mais je trouvais qu'ils avaient une tête de fonds d'investissement. Évidemment, les fonds d'investissement, on travaille avec eux. Pour eux, c'est du pain béni. On est très visible, on reçoit énormément de dossiers. On en a reçu 1400 en 2 ans et demi pour en financer une quarantaine. Donc, on a un très gros screening et on arrive vers eux avec quelque chose de déjà packagé. Donc, pour eux, c'est relativement facile d'investir sur des plateformes. Il y a même des fonds qui sont en train de se créer en France, au Luxembourg et maintenant en Suisse qui vont investir systématiquement sur tous les projets de certaines plateformes qui ont été sélectionnées. Ensuite, il y a les PME. Plus peut-être la population ici, parmi vous, la trésorerie des PME. Là, ils vont plutôt investir, non pas sur de la prise de participation au capital, mais sur du prêt. C'est-à-dire que vous avez des problématiques de placement de votre trésorerie, quand vous avez 100 000, 300 000, 500 000 de trésorerie à placer. La banque, là-dessus, ne va pas être forcément le plus dynamique. Bien là, vous allez pouvoir prendre des obligations qui vont être à des taux d'intérêt de l'ordre de 8, 10, 12% demain à 10 heures sur une promotion immobilière. L'intérêt, encore une fois, c'est de communiquer largement sur une société. Par exemple, une des dernières sociétés suisses qu'on a présentées a été publiée plus de 50 fois depuis son lancement jusqu'à la clôture de sa campagne. Le New York Times, on a eu Bilan, l'AGFI, toute la presse suisse, française, britannique a parlé de cette levée de fonds. C'est extraordinaire, ils se sont financés. Ils ont communiqué largement, ils ont eu 93 investisseurs, donc 93 clients, 93 ambassadeurs, et c'est en partie grâce à ça que la société fonctionne extrêmement bien aujourd'hui. Comme je disais tout à l'heure, les banques sont des partenaires, ne sont pas des ennemis des fintech. C'est-à-dire que, encore une fois, on va arriver sur le levier, on va arriver sur la partie d'equity que la banque ne peut pas financer. Comme le disait très justement tout à l'heure notre collègue, la banque a 1% de bénéfices, donc il faut en financer 99 pour déjà ne pas perdre ni gagner d'argent. Eh bien nous, on va arriver sur cette partie-là que la banque ne peut pas financer, et ensuite la banque va faire son travail. Donc on travaille main dans la main avec les banques. Donc le case study, justement, c'est une fromagerie industrielle, par exemple. On a ce cas-là actuellement. Ils cherchent une certaine somme d'argent. Ils ont des résultats positifs, mais le problème, c'est que cette entreprise, elle évolue trop vite. Donc elle commence à faire des bénéfices et ça fonctionne. Et elle s'est beaucoup endettée pour évoluer rapidement. Donc, cette société-là va voir sa banque pour encore acheter des machines automatisées. Qu'est-ce qui se passe? La banque lui dit oui, il faut 30% ou 20%. Et là, on va intervenir peut-être, on va voir à l'issue de l'analyse, sur 20% de son financement, de manière à ce qu'on puisse leverager le crédit bancaire. Le dernier exemple, il n'est pas là, ce n'est pas très grave, c'est les promotions immobilières. Donc là, on va investir en obligataire, c'est-à-dire qu'une promotion immobilière de 10 millions qu'on a remboursée il y a 2 mois aux investisseurs, ils cherchaient donc 10 millions, ils avaient 9 millions de crédit bancaire, le promoteur mettait 750, il voulait garder un petit peu de liquidité pour pouvoir avoir des nouvelles opportunités. Quand il y a un terrain, un promoteur immobilier fonctionne beaucoup à l'opportunité. Bien, on a financé ces 250 000, c'était des euros cette fois-ci, en l'espace de 48 heures. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maxime, pour ton intervention.
Moi, j'avais une première question quand même, parce que c'est aussi une des premières questions que je me suis posée quand on s'est rencontrés il y a quelques années. C'est finalement le crowdfunding ou les activités que vous pouvez avoir chez Reserves ou d'autres plateformes. Ça ne concerne pas uniquement des projets très sexy comme Oculus, par exemple. Ça peut aussi être, bien sûr, des PME dans différents domaines. Est-ce que peut-être tu pourrais partager quelques projets pour donner un peu justement une étendue de la variété des personnes? Ça, c'est une des spécialités de notre plateforme. C'est vrai qu'on se présente comme un catalogue d'opportunités d'investissement avec 2 outils qui sont l'equity pour les dossiers qui vont être plus risqués, c'est-à-dire que la start-up pure qui est en démarrage, et la PME qui va être peut-être un peu moins risquée parce qu'elle a 5-6 ans d'activité, jusqu'à le crédit justement pour alors c'est pas des crédits techniquement, c'est du prêt, pour des promotions immobilières, voire du financement photovoltaïque, et tout un tas de produits en fait, en réalité, qui vont être sur cette classe de risque en fait, et en fonction de votre appétence au risque, vous allez choisir d'investir plus ou moins risqué, et en fonction aussi du projet et de des entrepreneurs qu'il y a derrière. Donc on fait aussi des projets d'infrastructure qui vont plus être des projets et des produits à rendement, avec moins de rendement, si ça fonctionne, enfin moins de rendement, mais beaucoup moins de risque aussi. Donc c'est le jeu du risque rendement. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Maxime peut-être? Je regarde un petit peu de ce côté. Je crois qu'on a eu beaucoup d'interventions. Peut-être les questions s'essoufflent un petit peu, je crois. Non, je crois que... Bah, écoutez, s'il n'y a pas de questions, j'ai toujours pas de timer, donc je ne voudrais pas nous mettre en retard. De toute façon, tu restes dans le coin, ouais, pour poursuivre la discussion, si nécessaire, en bilatéral. Et puis, merci beaucoup pour cette présentation. Merci.